Le nord-est du Nigeria a fait les frais de fortes pluies qui se sont abattues le week-end écoulé sur la région, des précipitations qui aggravent la situation dans cette zone déjà affectée par le conflit contre Boko Haram. Au Niger et en dépit des menaces omniprésentes des islamistes de Boko Haram, les écoles restent toujours ouvertes dans la région de Difa, une situation qui réjouit l'UNICEF dans cette zone proche du Nigeria. Au Maroc et pour la 9e nuit consécutive, de nouveaux rassemblements se sont déroulés ce dimanche dans la ville d'Al-Hoceima et dans d'autres localités. Les manifestants exigent toujours, entre autres, la libération de Nasser Zefzafi. Le nord-est du Nigeria a fait les frais de fortes pluies qui se sont abattues le week-end écoulé sur la région, ce qui vient aggraver la situation dans cette zone déjà affectée par le conflit contre Boko Haram. Environ 1 millier de logements ont été détruits et les conditions de vie d'au moins 4300 personnes sont dégradées selon les Nations Unies. Pour repérer les dommages causés par le début de la saison des pluies, l'Organisation internationale pour les migrations a annoncé dimanche avoir réalisé un bilan d'urgence dans 44 camps de déplacés de l'État du Borno. La priorité est de renforcer les structures d'abri, de construire des systèmes d'évacuation des eaux et des lieux sécurisés dans les camps où les personnes peuvent se réfugier en cas de tempête. Dans cette région dévastée par 8 années de conflit, où la majorité des routes restent inaccessibles pour des raisons de sécurité, le travail de recensement des dizaines de camps supplémentaires continue. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF a souligné ce dimanche la nécessité de maintenir à tout prix les enfants à l'école dans le sud-est du Niger, et ce, alors que des établissements sont fermés depuis 2 ans à cause de la menace des djihadistes de Boko Haram. En effet, après les premiers raids du groupe islamiste nigérien en 2015, enseignants et élèves avaient déserté 166 écoles dans cette zone. C'est après ces événements que l'UNICEF et le Niger ont réinstallé 99 d'entre elles en 2016 dans des endroits plus sûrs à l'abri des attaques des islamistes. Nous sommes allés voir ce qui se passait dans les écoles, puisque la situation des déplacés a créé une perception d'attaque, non seulement contre la population, mais très ciblée contre les écoles, les professeurs, et des tentatives d'enlever la possibilité à nos enfants de cette région d'apprendre. Cette idée de maintenir l'accès des enfants, des filles et des garçons à l'école était vraiment une priorité de la région. J'ai vu tout le monde motivé, j'ai vu les professeurs s'équiper pour pouvoir rester, j'ai vu les autorités prendre en compte les questions et les risques de sécurité en s'organisant, en faisant des plans d'évacuation si quelque chose se passait. Mais surtout, j'ai vu des enfants qui étaient là en nombre. Au lieu de baisser les bras, à Difa, le Niger renforce son engagement et sa détermination à maintenir un système éducatif en expansion. En revanche, selon l'ONU, une trentaine d'écoles sont toujours fermées dans la région de Difa, principalement dans des localités proches du lac Tchad et sur les bords de la rivière Komadougou, des zones difficilement contrôlables. Sur ces images, il y a juste un mois, les acteurs de la presse au Sénégal sonnaient la mobilisation pour appeler à l'adoption du nouveau code de la presse. Une mobilisation qui semble faire son effet. Le mercredi 31 mai, en Conseil des ministres, le gouvernement a adopté le projet du nouveau code de la presse avant d'annoncer qu'il sera conduit en procédure d'urgence à l'Assemblée nationale pour son adoption. Un ouf de soulagement pour les acteurs des médias. Le projet de code consensuel qui avait été déposé sur le bureau du gouvernement l'a été en octobre 2010. Donc d'octobre 2010 à maintenant, nous n'avons toujours pas de nouveau code de la presse. Donc le fait que le Conseil des ministres ait adopté le projet de code de la presse, c'est une avancée significative.
Cette joie cache pourtant des inquiétudes. Le contenu du texte adopté en Conseil des ministres est totalement inconnu de la CAP, la coordination des associations de la presse. Contient-il ou non l'ensemble des points inscrits dans le projet de code consensuel? Pour le moment, la question reste en suspens et nourrit un sentiment d'inquiétude chez les professionnels des médias. Un problème qui a retardé l'adoption de ce projet de code-là depuis octobre 2010, ce sont les sanctions privatives de liberté pour les journalistes. Et donc, on pourrait avoir l'inquiétude que ces sanctions soient renforcées, qu'on veuille casser du journaliste. L'examen du projet de code de la presse par les députés est programmé avant la fin de ce mois de juin. Si le texte est bloqué depuis 2010, c'est surtout à cause des réserves de certains députés sur la question de la dépénalisation des délits de presse dans le nouveau code. Son adoption permettra de réorganiser la corporation, par exemple définir le statut du journaliste, c'est-à-dire qui est journaliste, qui ne l'est pas, le financement de la presse privée ou encore le dispatching de la publicité. Les jeunes du Sahel et du Maghreb se sont réunis ce dimanche à Bamako, capitale du Mali. Une rencontre appelée la voix de la jeunesse du Sahel. Pour eux, c'est une opportunité de discuter entre autres des difficultés de la vie quotidienne, des questions d'immigration et de radicalisation. Certains ont abordé la question de savoir comment éviter la radicalisation des jeunes. Les échanges ont aussi porté sur les rêves de l'immigration qui poussent certains jeunes à prendre la mer pour tenter une aventure en Europe. Malgré la différence entre le Sahel et le Maghreb, parfois il existe des similitudes entre les problèmes qui touchent la jeunesse. Après cette rencontre, les participants vont aussi discuter avec les chefs de la diplomatie des pays du G5 Sahel et la vice-présidente de l'Union européenne, Federica Mogherini, qui se rencontrent ce lundi à Bamako. Les chefs de la diplomatie des pays du G5 Sahel et Federica Mogherini vont discuter des questions liées à la sécurité, l'immigration, le développement et la lutte contre le radicalisme religieux. Rappelons que le G5 regroupe 5 pays, à savoir la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Tchad et le Niger. Pour la 9e nuit consécutive, de nouveaux rassemblements se sont déroulés dimanche dans la ville d'Al-Hoceima et dans d'autres localités du Maroc pour exiger la libération de Nasser Zefzafi. Malgré les arrestations, la contestation ne faiblit pas dans le nord où l'État, après avoir choisi l'option sécuritaire, voit sa marge de manœuvre se réduire pour désamorcer la colère. Une quarantaine de personnes, dont Nasser Zefzafi, les principaux activistes du noyau dur du Irak, ont été interpellées depuis le 26 mai. 20 d'entre elles ont été présentées au parquet à Casablanca et placées en détention pour notamment tentative d'homicide volontaire, atteinte à la sécurité intérieure, incitation contre l'intégrité du royaume et autres crimes. Pour rappel, Al-Hoceima est depuis 7 mois l'épicentre d'un mouvement de contestation revendiquant le développement du Rif, région historiquement frondeuse et géographiquement enclavée que les protestataires jugent marginalisée par l'État. Les portes du dialogue demeurent ouvertes, a assuré le gouvernement. Le ministre de l'Intérieur, Abdelwafi Laftit, est annoncé ce mardi devant le Parlement pour l'informer de la situation. L'exécutif local dénonce quant à lui le prisme déformant des réseaux sociaux et répète qu'Al-Hoceima fonctionne normalement, mettant en avant les nombreux chantiers mis en branle pour la région. Mais dans les rues, les manifestants continuent de clamer leur défiance contre l'État policier et de refuser toute médiation des édiles locaux qu'ils vilipendent depuis des mois pour leur corruption. Ils sont aussi de plus en plus nombreux à en appeler au roi Mohamed VI, à l'image de la mère de Zefzafi, pour obtenir la libération de son fils. La Libye toujours théâtre de divisions et de combats. Les forces fidèles au maréchal Khalifa Haftar, reconnues par la communauté internationale, ont déclaré avoir pris le contrôle de certaines zones de l'est de la Libye. Les combats ont fait une douzaine de victimes. Un tournant pour les hommes du maréchal qui se positionnent comme la principale force militaire du pays. Après une campagne de bombardement aérien, la base militaire de Djoufra est désormais entre les mains du maréchal Khalifa Haftar. Ce sont les brigades de défense de Benghazi qui contrôlaient le site.
L'aéroport leur servait de base arrière pour lancer des incursions dans l'est et dans le sud libyen. À présent, Khalifa Haftar va pouvoir se concentrer sur le dernier front, celui de l'Est. Avec la prise de la base aérienne, les avions de l'autoproclamée armée nationale libyenne pourront frapper jusqu'à Tripoli. Avec la prise de Djoufra, la nouvelle stratégie de Haftar sera de rallier un maximum de tribus locales et peser ainsi dans les discussions diplomatiques. Recrudescence d'actes de terrorisme dans le monde. Ensanglantés par des attaques ces dernières années, la France et la Tunisie ont marqué dimanche leur volonté de poursuivre leur combat commun. Une action qui intervient au lendemain de l'attentat de Londres et du meurtre d'un citoyen tunisien par des djihadistes. 2 pays amis de la France viennent d'être victimes d'attaques odieuses. La Tunisie avec l'assassinat ignoble d'un jeune homme, un berger, décapité, comme son propre frère avant lui, par des terroristes djihadistes. Et le Royaume-Uni, où des terroristes d'une incroyable lâcheté se sont pris à la foule innocente d'un samedi soir. C'est un moment difficile qui requiert à la fois la solidarité et la détermination. Le terrorisme, ce fléau, n'a ni religion, ni couleur, ni sexe, ni frontières. Il requiert une solidarité sans faille de tous les pays épris de paix pour l'éradiquer définitivement. Outre l'attentat de Londres, qui a fait au moins 7 morts samedi, les 2 ministres ont dénoncé le lâche attentat qui a coûté la vie à un jeune Tunisien dont le corps sans vie a été retrouvé dans la région du mont Mdjila. Après sa révolution de 2011, la Tunisie a été confrontée à un essor de la mouvance djihadiste, responsable de la mort de plusieurs dizaines de soldats et de policiers, mais aussi de civils et de touristes étrangers. Comme la France, elle est sous état d'urgence permanent depuis plus d'1 année et demie.